Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est chercheur. Il s'appelle c'est le docteur Etaïb Talman Koudjom. Il est chercheur en économie agricole et appliquée. Il est surtout chercheur postdoctoral à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique au bureau sous-régional de l'Afrique du Nord à Rabat au Maroc. Bonjour docteur Koudjom. Bonjour. Avant même d'arriver à Rabat, vous avez été à l'université de Lomé, vous avez étudié en Europe de l'Est, il me semble aussi. Oui, plus précisément en Roumanie. Voilà, vous étiez en Roumanie et aujourd'hui vous êtes à Rabat au Maroc où vous étudiez et vous êtes co-auteur d'une étude qui est intitulée Choix du type d'école et résultats des jeunes sur le marché du travail au Togo. De quoi s'agit-il concrètement? D'accord, merci beaucoup Monsieur Kemayou pour la question. En fait, dans cette étude, nous avions cherché à analyser le choix du type d'école en lien avec les résultats du marché du travail en ce qui concerne l'accès à l'emploi et le salaire. Donc, c'est ce que nous appelons les résultats du marché du travail. Maintenant, ce qu'il faut noter dans cette étude qui est quand même pertinent, c'est que lorsque vous observez un peu l'enquête EHCVM, qui est une enquête sur l'actualisation du profil de la pauvreté, donc qui nous donne suffisamment des informations sur les conditions de vie des ménages, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des ménages qui sont plus pauvres, il y a des ménages qui sont pauvres, il y a des ménages qui sont moyens, des ménages riches et plus riches. Et donc, vous allez remarquer que les ménages qui ont quand même un peu de moyens décident souvent d'envoyer leurs enfants dans les écoles de type privé. Vous voyez, donc bon, comparativement au public où certains parents pensent que vraiment les conditions d'études et d'apprentissage ne sont pas quand même faciles. Donc, ils essayent de comparer les coûts par rapport aux avantages qu'ils attendent de la formation de leurs enfants. Ils décident maintenant de les envoyer dans les écoles de type privé où eux, ils pensent que les conditions d'études sont bonnes et par ricochet, on peut constater qu'à la fin de leur formation, ils peuvent facilement s'insérer et gagner mieux. Mais ce qui est important, et il faudrait qu'on note ça ici, c'est que c'est l'offre de formation. Parce que dans le privé, en fait, la formation est assez professionnelle et technique. Nous allons revenir sur tous ces éléments. Merci beaucoup. Je voudrais, pour être tout à fait complet, rappeler que dans cette étude, vous n'êtes pas le seul chercheur. Vous êtes quelques-uns à avoir travaillé sur ce sujet. Il s'agit notamment de Eric Hubert Ngoko, de Mazi Nyada Sika Limazi, de Léonie Mafank aussi, et que c'est une étude que vous avez présentée à Lomé le 16 novembre dernier. Effectivement, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour la question, M. Kemayou. En fait, permettez-moi de rappeler ceci rapidement. Ce qui m'a beaucoup incité à conduire cette étude jusqu'à la dissémination aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire le programme Erasmus Mundus de l'Union européenne en 2019. Donc, quand j'étais en séjour de recherche au Cameroun en 2019, donc nous avions vu l'appel des propositions de recherche du consortium pour la recherche économique en Afrique, le CREA, ou encore IRC en anglais. Donc, ils sont basés à Nairobi. Kenya. Oui, au Kenya, voilà. Donc, quand nous avions vu l'offre, j'ai discuté avec les collègues camerounais qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose dans le contexte du Togo. Là, ça pourra peut-être marquer mon passage ici. Donc, c'est ça qui nous a vraiment incité à le faire. Et j'ai discuté avec le premier auteur, M. Eric Ngoko, que je salue de passage, et la troisième co-auteur qui est Mme Lemazien Maznia Dassika, qui est togolaise, et maintenant la dernière qui est Mme Mafan Léonie. Donc, au départ, nous étions tous des doctorants. Donc, quand nous avions soumis le projet, parce qu'au niveau du CREA, il y a les projets collaboratifs et les projets thématiques. Donc, on avait opté pour les projets thématiques qui doivent forcément déboucher sur la dissémination au niveau national. Donc, quand on a soumis ça, ils nous ont dit, nous sommes tous des doctorants. Est-ce qu'on peut aller vraiment jusqu'au bout?
étant donné que... Vous n'y croyez pas? Sincèrement. Donc, je me suis dit... Mais vous y avez cru? Bien sûr. Donc, je me suis dit que c'est vraiment un grand défi. Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour leur prouver en réalité qu'on croit à ce que nous sommes en train de faire. Et il faut aussi mentionner ça, c'est que le sujet aussi est d'actualité. Ça les a beaucoup intéressés parce que ça rentre vraiment dans les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, qui est l'accès à l'éducation de qualité, l'ODD 8, qui est l'accès à un emploi décent, et l'ODD 10 maintenant, qui concourt à la réduction des inégalités à l'horizon 2030. Donc ça les a beaucoup plu. Et au niveau du Togo aussi, il faudrait vraiment qu'on le précise aussi aujourd'hui avec la feuille de route gouvernementale 2025, c'est que l'État aussi est engagé dans l'axe 1 de cette feuille de route à offrir une éducation de qualité en phase avec le marché du travail et aussi dans l'axe 2 maintenant, voir dans quelle mesure on peut dynamiser le secteur agricole comme moteur de croissance et de création d'emplois. Je voulais dire, monsieur Koudjam, docteur Koudjam, que avant d'arriver à Rabat, avant d'arriver en Roumanie, vous avez été formé à l'université de Lomé. Oui, j'ai été formé à l'université de Lomé. Voilà, donc vraiment c'est quand même une bonne formation, il faut l'avouer. C'est vrai que les conditions d'études, les conditions d'apprentissage, ce n'est pas encore ça par rapport aux normes de l'UNESCO qui recommandent qu'il faudrait qu'on ait 30 étudiants pour un seul enseignant, mais nous avons vraiment cru qu'on peut réussir aussi dans la masse. Et ça nous a amené à travailler maintenant à la sortie. Il faudrait qu'on essaye de compléter notre formation. Et comment on fait pour devenir chercheur postdoctoral à l'université de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique à Rabat? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ça a été vraiment un projet pour moi. Parce que quand je voyais à peu près les offres en ce qui concerne la recherche postdoctorale, donc ils appellent ça au niveau de UNECA Fellowship. Oui. Donc quand je vois le programme, je me préparais progressivement. Donc je connaissais déjà les sous-thèmes et je connaissais à peu près les axes de recherche sur lesquels la Commission économique pour l'Afrique travaille. Donc je me suis préparé, j'ai essayé de publier des articles qui rentrent vraiment dans ces actes de recherche. Et j'ai fait aussi beaucoup de conférences. Vous pouvez peut-être remarquer ça dans mon short bio. Et puis bon, les conférences là, surtout, la conférence la plus marquante, c'est la conférence des Nations Unies. Donc j'ai pris part à cette conférence en décembre 2022. Donc c'était vraiment un point de départ pour rentrer dans le système des Nations Unies. Donc quand j'ai vu l'offre pour cette année, donc j'ai fait un effort pour essayer maintenant de mobiliser bien les informations nécessaires pour pouvoir candidater. Et puis bon, ça n'a pas été facile parce qu'au départ, on était au nombre de 4000 et au finish, ils ont retenu 20 pour toute l'Afrique. Ce qui veut dire qu'en réalité, à l'université de Lomé, certes, les conditions de formation, ce n'est pas encore ça, mais nous recevons quand même une bonne formation. Mais je dirais ceci, qu'on peut mieux faire aussi. Mais à la fin, il faudrait qu'on essaye de voir les défis qu'on a au niveau de l'Afrique, au niveau mondial. Et on essaye maintenant de se préparer pour s'imposer aussi sur le continent africain. Et c'est ce que j'essaye de faire parce que, sincèrement, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui d'être chercheur postdoctoral à UNECA parce que la vision en réalité du système des Nations Unies en ce qui concerne la Commission économique pour l'Afrique, c'est de faire prospérer l'Afrique. Donc nous essayons d'initier des idées. Nous travaillons avec des États. Donc actuellement, nous travaillons avec des États de l'Afrique du Nord et on initie des idées vraiment pour le développement économique et social de ces États. Et nous sommes tellement engagés pour ça. Oui, parce que souvent, quand on prend la plupart de nos étudiants, que ce soit à l'université de Lomé, à Yaoundé ou à Ouaga, la plupart du temps, ils se disent qu'est-ce qu'on fait après l'université? Et même pendant qu'on est à l'université, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer de nombreuses années et sortir avec un diplôme qui ne servira à rien?
pour conduire des émigrants, pour faire des métiers pour lesquels on n'avait pas véritablement besoin de se former à l'université. Et le fait que vous ayez un exemple comme le vôtre, qui montre que on peut se former au pays, on peut postuler à des universités aussi bien sur le continent qu'ailleurs et revenir servir son pays, moi ça me parle et je voudrais que vous en parliez également pour que les autres étudiants qui sont dans les campus africains comprennent que les horizons ne sont pas si bouchés que cela. Merci beaucoup, Monsieur Kemayou, pour votre question qui paraît très intéressante. En tout cas, pour moi, je l'ai déjà dit dans mes propos, que à l'université de Lomé, parce que j'ai été formé à l'université de Lomé en ce qui concerne mon master et ma thèse. Mais il faut aussi noter que j'ai fait l'université de Kara. Donc pour ce qui est ou ce qui concerne les universités publiques, j'ai quand même expérimenté les deux côtés. Mais il faudrait d'abord qu'on mette l'accent sur l'orientation. Ça, c'est fondamental. Lorsque vous avez le bac, qu'est-ce que vous deviez en principe faire à l'université par rapport à ce que vous avez comme notes au travers de vos relevés. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, l'étudiant sache d'abord ce qu'il doit faire après le bac. Ça, c'est fondamental. Maintenant, à côté de l'orientation aussi, il faudrait qu'il y ait un coaching. Donc il faut aussi avoir des proches avec qui vous pouvez facilement travailler et puis de temps en temps demander leurs conseils aussi. Et je saisis l'occasion pour remercier de passage le professeur Egbende Akleson, qui est vraiment un papa pour moi. Donc c'est lui qui me montre à peu près ce que je dois faire. Et dans les travaux de recherche que j'essaye de faire, je demande beaucoup ses conseils, ce qui fait que j'arrive à publier des articles qui me permettent maintenant d'avoir une position aussi à l'international, parce que lorsque vous faites... Une légitimité pour parler de ces sujets-là. Oui, bien sûr, parce que si vous n'arriviez pas à publier des articles, c'est que vous ne pouvez pas vous imposer. Donc je peux dire aujourd'hui que je suis reconnu à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à cause de mes travaux de recherche. Parce que lorsqu'on parle de l'université de Lomé, c'est qu'on se pose la question de savoir dans quelles conditions nous essayons d'étudier. Vous voyez, donc déjà, ils essayent de voir est-ce que les conditions d'études sont bonnes. Mais il faudrait qu'on s'affirme aussi au travers de nos travaux maintenant et que, bon, à partir de ça, on peut facilement s'imposer au niveau du continent africain pour faire progresser l'Afrique. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je me suis inscrit en économie et le prof m'a coaché. Et jusqu'à présent, il continue de me coacher et c'est lui qui me dit de voir à peu près ce que je dois faire et il m'oriente beaucoup. Donc il y a d'autres aînés aussi, de temps en temps, je discute avec eux pour pouvoir essayer de réussir dans ce que je suis en train de faire. Mais l'orientation, là, il faudrait vraiment que dans nos universités, qu'on ait vraiment des services d'orientation. Pour moi, c'est la base de la réussite parce que ça permet quand même d'optimiser les ressources éducatives. Le thème de l'émission du jour, c'est Togo, formation. Le privé fait-il mieux que le public? Nous avons commencé par le haut du panier en parlant de l'université, mais cela ne va pas nous dédouaner de parler des écoles, des lycées et des collèges et de voir comment on s'y prend. Mais avant d'arriver à ce stade-là, je voudrais rappeler que quand on fait le classement des universités, le classement Shanghai des universités, très peu d'universités d'Afrique s'y retrouvent. Et même quand on y retrouve quelques universités, moins de 10, elles sont des extrêmes. Ce sont les universités ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud. Et entre les deux, l'Afrique subsaharienne, c'est comme si elle n'existait pas. Merci beaucoup, M. Kemayou, pour la question. Vous savez, en réalité, le classement des universités, que ce soit dans le monde ou bien en Afrique, il y a plusieurs types de classements. Donc, il y a aussi Times Higher Education qui essaye quand même de classer les universités dans le monde. Donc, il y a des critères qu'on regarde pour le classement. D'abord, je peux dire l'enseignement. Il faudrait que l'enseignement soit quand même de qualité. Il y a aussi les conditions d'études et d'apprentissage. Et il y a aussi la recherche et l'influence des travaux de recherche. C'est pour ça que j'attire un peu votre attention que les publications
pour un chercheur sont bonnes. Donc, il faudrait que vous puissiez quand même publier les articles pour, c'est-à-dire vanter les mérites aussi de votre université. Et puis, il faut aussi mettre l'accent sur l'ouverture. Est-ce que, bon, au niveau mondial ou bien au niveau de l'Afrique, on a suffisamment d'informations en ce qui concerne l'université en question et la qualité de la formation. Et l'influence des travaux de recherche aussi, elle est très importante. S'il y a des travaux de recherche ou pas, c'est par rapport aux publications. Oui, c'est par rapport aux publications. Oui. Et maintenant, il faudrait aussi qu'on arrive à faire la dissémination aussi, pour qu'on ait suffisamment d'informations sur ces travaux de recherche. Mais je voudrais revenir un peu par rapport au classement des universités africaines. Oui. Vous savez, nous n'avions pas, en Afrique, nous n'avions pas les mêmes problèmes par rapport aux pays développés. Et nous avions vraiment des défis qui sont énormes, notamment la réduction de la pauvreté. Il y a aussi les conditions d'études, les conditions sanitaires, ce n'est pas encore ça. Et puis, il y a aussi les inégalités. Donc, il faut combattre les inégalités au niveau du genre et au niveau de l'éducation aussi, et les inégalités qu'on peut observer au niveau du marché du travail. Et puis, il y a aussi la question climatique qui hante beaucoup le secteur agricole. Or, c'est le secteur qui emploie beaucoup une population. Qui emploie qui le secteur agricole. Oui, c'est le secteur agricole qui absorbe une bonne partie de la population togolaise. Donc, c'est un secteur qui est assez risqué, mais on peut vraiment essayer de dynamiser ce secteur pour que ça soit vraiment un moteur de croissance et de création d'emplois. Donc, je dirais que le classement des universités africaines dans ce classement mondial, jusqu'à présent, ce n'est pas encore ça. Mais on peut peut-être retrouver les universités sud-africaines qui occupent quand même des places, et puis l'université de Cape Coast du Ghana aussi, qui occupe quand même une bonne place. Mais ce n'est pas encore ça parce que nous avions quand même les défis qui sont la réduction de la pauvreté, les conditions de vie des ménages, qu'il faut essayer d'améliorer l'accès à l'éducation, l'accès à un emploi décent. Donc, nous créons des universités en Afrique dans le sens de pouvoir atteindre ou bien relever ces défis. Vous voyez, donc nous n'avions pas vraiment la même vision dans la création des universités. Et puis bon, nous n'avions pas aussi pratiquement les mêmes problèmes. Parce qu'au niveau mondial aujourd'hui, les universités se classent par rapport aux normes que j'ai prédéfinies ici. Mais qu'est-ce qui fait que l'école, qui était considérée comme un levier d'ascension sociale, est aujourd'hui banalisée et considérée comme parfois juste une fabrique à chômeurs? Oui, vous savez, nous avions constaté ça même dans l'analyse de notre étude qui porte sur la transition vers la vie active. Moi, je dirais la transition vers la vie active parce que le choix d'un type d'école influence un peu l'accès à l'emploi et le salaire du jeune. Et puis, bon, la tranche d'âge qui est retenue ici dans notre étude, c'est de 15 à 35 ans selon le rapport de l'Union africaine. En fait, le défi ou encore le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est que la formation qu'on est en train d'offrir ne répond pas correctement aux besoins du marché du travail. Donc, la formation aujourd'hui, c'est vrai que bon, l'État togolais est en train de faire beaucoup de choses par rapport à ça en ce qui concerne l'harmonisation des curricula de formation, mais il faudrait que ça réponde aux besoins du marché du travail. C'est là maintenant je peux peut-être proposer le partenariat public et privé. Parce qu'il faudrait qu'on élabore les offres de formation. Maintenant, lors de la validation des offres de formation, il faudrait quand même qu'on invite peut-être les chefs d'entreprise, qu'on associe peut-être l'ANPE aussi, qui est engagée, pour l'emploi. Bien sûr, qui est engagée aussi dans l'accès à l'emploi pour les jeunes. Donc, il faudrait qu'on les invite aussi pour qu'ils essayent de voir lors de la validation, est-ce que les offres de formation qu'on est en train de proposer, est-ce que ça a vraiment un lien avec les besoins du marché du travail. Vous voyez? Et moi, je note de passage que cette année, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de l'offre de formation sur la faculté des sciences économiques. Aujourd'hui, à l'université de Lomé, du moins ça à la FASEG,
on a la faculté des sciences économiques et puis on a aussi l'Institut de gestion en ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc l'Institut d'administration des entreprises. Vous voyez, donc on a essayé de mettre à jour les offres de formation. C'est une bonne chose, mais il faudrait que lors de la validation de ces offres de formation, qu'on associe le privé, qu'on associe les agences qui interviennent dans l'accès à l'emploi en faveur des jeunes. Et puis bon, je pense qu'en le faisant comme ça peut peut-être donner un bon résultat. Et puis il faudrait aussi qu'on mette beaucoup l'accent sur la formation professionnelle. Elle est très importante. La formation technique. Pourquoi pas créer des universités agricoles pour former vraiment des jeunes, parce que nous avions un potentiel énorme dans le secteur de l'agriculture. Maintenant, pourquoi je le dis, c'est parce que lors d'une mission de la FAO, j'ai eu la chance de visiter les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées, parce qu'au sein des agropoles, on a des ZAP. Donc, j'ai vu vraiment la culture du maïs sur plus de 1500 hectares dans la préfecture de la Bina, parce que moi, j'étais consultant basé dans la région de la Kara, et je me suis dit, le secteur agricole a un potentiel énorme, je dirais une potentialité, donc il faudrait qu'on essaye de mettre ça à profit. Parce qu'aujourd'hui, nous avions une économie qui est informelle, et nous savons tous ici que les emplois dans le secteur formel sont très rares. Donc aujourd'hui, comme on sait que le secteur agricole peut absorber une masse critique de la population, donc on peut, jeunes je dirais, donc on peut dynamiser ce secteur et voir dans quelle mesure on peut vraiment faire de ce secteur un moteur de croissance et de création d'emplois en faveur des jeunes. Il y a eu l'université de Lomé, qui était l'université du Bénin avant. Puis il y a eu l'université de Lomé, puis après il y a eu la création de l'université de Kara. Et entre-temps, il y a également beaucoup d'universités privées qui ont été créées. L'État ne crée pas autant d'universités que le fait le privé. Mais pourquoi ces universités, aussi bien publiques que privées, ne sont pas spécialisées dans des filières précises, comme vous l'indiquiez, l'agriculture ou bien la gestion des entreprises, des choses très concrètes qui permettraient à un étudiant qui y entre de savoir ce qu'il va y chercher, de l'obtenir quand il en sort et de trouver un travail à la clé. Merci beaucoup, M. Kemayou, pour votre question. En fait, je voulais préciser ici que c'est pour cette raison que les parents sont incités à envoyer leurs enfants dans le privé. Vous savez, c'est l'État qui a l'obligation de former sa population. Donc, en réalité, c'est un devoir régalien de l'État d'éduquer les citoyens. Vous voyez, parce que l'État doit rechercher le bien-être de la population. Mais le privé n'est pas obligé de faire la même chose que l'État. Oui, mais je voudrais dire ici que le privé, c'est en réalité une entreprise. Les universités privées ou bien les écoles privées, ce sont des entreprises aussi qui cherchent à maximiser leurs profits. Donc, ces entreprises ont l'obligation d'offrir des filières de formation qui peuvent augmenter la probabilité des jeunes de s'insérer sur le marché du travail. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les parents essayent de voir à peu près les offres de formation au niveau du privé et ils regardent aussi les offres de formation au niveau du public et ils font des comparaisons pour voir quelle offre de formation peut augmenter la chance à mon fils de s'insérer. Mais est-ce que ce benchmarking ne peut pas avoir des effets déformants aussi? Je prends juste un exemple. Pendant de nombreuses années, on avait l'impression que si on était très bon en littérature ou en droit, on était promu au sein de la fonction publique et donc on n'allait pas chômer. Après, il y a eu la tendance à aller vers l'enseignement scientifique et aujourd'hui, c'est l'enseignement technique. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on formera des vagues d'étudiants spécialisés dans des domaines précis, on ne va pas inonder le marché avec trop de personnes qui font la même chose en créant un manque de l'autre côté, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres postes sur lesquels on aura besoin de spécialistes, mais ils ne seront pas présents puisqu'ils n'ont pas été formés. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, par rapport à cette question, moi, je vais proposer l'éducation axée sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le défi actuel. Si on arrive à éduquer
les jeunes de notre tranche d'âge qu'on considère dans notre analyse par rapport à l'innovation, l'idée d'entreprendre, de gérer un projet, l'éducation financière pour pouvoir bien gérer un projet, je pense qu'on n'aura pas ce problème. Et aussi, les parents aussi doivent jouer leur rôle parce que, vous savez, les vraies valeurs de l'entrepreneuriat là, sont transmises dans la famille, à mon avis. Parce qu'il y a quand même des capacités qui sont souvent innées au niveau des individus qui peuvent quand même permettre aux individus de faire beaucoup de choses par rapport à l'éducation qu'ils reçoivent. Donc, il faut mettre beaucoup d'accent sur l'entrepreneuriat. Pourquoi pas l'entrepreneuriat rural? Vous voyez, c'est vrai que c'est un secteur qui est risqué, mais il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour pouvoir dérisquer ce secteur par rapport à l'irrigation. Aujourd'hui, on peut facilement améliorer la culture, la productivité agricole dans ce secteur. Vous voyez, donc on essaye d'améliorer ou bien dynamiser ce secteur et maintenant faciliter l'accès au crédit agricole aussi. Et c'est là maintenant, je salue l'initiative de MIFA qui est basée sur le partage de risques qui est un crédit agricole. Donc il faudrait qu'on arrive à dynamiser ça aussi pour faciliter l'accès au crédit pour que les jeunes puissent vraiment s'insérer dans ce secteur via l'entrepreneuriat agricole aussi. Mais on peut entreprendre dans d'autres domaines aussi. Parce que nous avions une économie informelle, il faudrait que les jeunes maintenant mettent l'accent sur les secteurs porteurs ou bien les secteurs dans lesquels ils peuvent facilement s'en sortir. Et le privé le fait beaucoup. Parce que moi, je donne des cours à SIGIS. SIGIS forme dans le transport logistique. C'est une filière qui m'intéresse beaucoup. Vous voyez, déjà quand un parent voit ça, il se dit que quand son fils va sortir, il pourra mieux trouver un emploi. Vous voyez, donc il est obligé de l'envoyer là-bas. Et puis les conditions d'études aussi sont bonnes. Par contre, dans les universités publiques, c'est que vous voyez les effectifs pléthoriques qui ne facilitent pas vraiment l'apprentissage et l'enseignement. Ce que vous préconisez, c'est que on privilégie l'accès à l'enseignement privé parce que non seulement c'est la culture d'entreprise, mais c'est surtout la garantie d'obtenir un travail à la sortie de la formation. Non, je dirais, il faudrait que l'État accompagne le privé. D'accord. Parce que j'ai dit ça dans mes propos ici que c'est un devoir pour l'État de former sa population. Vous voyez, donc quand le privé s'engage dans ce secteur grâce à la libéralisation du secteur dans les années 90. Donc, le privé se met aux côtés de l'État pour l'aider. Donc, l'État peut quand même les soutenir aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, je dirais ici que peut-être si... C'est une entraide. Oui, effectivement. Entre les deux parties prenantes. Effectivement. Donc, aujourd'hui, si on constate, parce qu'il faudrait que périodiquement, l'État évalue via les mécanismes, ces universités privées ou bien ces écoles de type privé, pour voir à peu près la qualité de l'enseignement qui est dispensé là-bas. Et à partir de ça, maintenant, l'État peut les accompagner via peut-être la réduction des frais administratifs ou bien la réduction des taxes, des impôts qu'ils doivent payer. Donc, on essaye de voir dans quelle mesure on peut les accompagner dans ce sens. Là, nous avons parlé du haut du panier, l'université, et vous indiquez que pour l'université, il faut faire attention à l'orientation parce que c'est souvent une clé de la formation. C'est ce qui vous permet soit d'obtenir votre diplôme, soit de ne pas l'obtenir, et puis même quand vous l'avez, de trouver ou de ne pas trouver un emploi. Intéressons-nous à la base maintenant, la partie de l'éducation obligatoire. Est-ce que pour les écoles primaires, est-ce que pour le collège, est-ce que pour les lycées, ce que vous avez dit concernant les universités s'applique également? Non, ça ne s'applique pas à mon avis. C'est pas la même chose. Mais déjà dans le primaire, dans le secondaire en réalité, c'est toujours les conditions d'études que les parents regardent. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a la gratuité des frais de scolarité au niveau primaire et secondaire. Et l'État est engagé vraiment dans ce processus. Et je saisis l'occasion pour remercier vraiment la vision du chef de l'État qui a su vraiment défendre l'investissement dans l'éducation
au niveau du préscolaire lors du sommet sur l'éducation à Londres en 2021. Donc j'ai beaucoup apprécié l'idée où il mettait vraiment l'accent sur l'éducation inclusive. Vous voyez, donc dans le préscolaire, donc il disait qu'il faudrait qu'on investisse dans le préscolaire. Donc c'est là qu'il faut prendre le mal à la racine. Vous voyez, donc si il y a une bonne base, ça peut facilement prendre. Mais est-ce que l'idée selon laquelle, quand on est dans le privé, on est mieux formé et puis on a plus de chances de trouver l'emploi, n'est pas une fausse bonne idée? Est-ce que dans le fond, elle n'est pas confortée par l'idée que ce qui est gratuit n'a pas de valeur? Est-ce que vous n'avez pas cette impression que plus on offre des services gratuits, moins les gens valorisent ce service-là? Je veux dire, le service public de l'éducation, l'école obligatoire jusqu'à 11 ou 14 ans, est-ce que le fait de l'avoir gratuitement dans les écoles publiques ne donne pas l'impression que c'est un service qui n'en a pas, qui n'a pas de valeur? Pour moi, je crois que c'est les conditions d'études. C'est les conditions d'études dans le privé qui arrangent les parents et puis les offres de formation et les filières. Parce que vous savez, je vous ai dit ici que le privé, en réalité, c'est une entreprise dans le système éducatif. Donc le privé, c'est qu'il a l'obligation de résultat. Donc il doit bien former les gens. Et il faut aussi noter que lorsque vous prenez le public ou le privé, souvent au niveau du supérieur, c'est les mêmes enseignants qui interviennent dans le privé et dans le public. Vous voyez, donc c'est les conditions d'études, les offres de formation. Et pourquoi dans un des secteurs, ils produisent de meilleurs résultats? Je pense aux enseignants. Pourquoi les enseignants, quand ils sont dans le privé, ils sont meilleurs et quand ils vont dans le service public, ils le sont moins? Non, ils sont meilleurs dans le privé, ils sont meilleurs dans le public, mais ce qui donne plus de la valeur dans le privé, en réalité, il y a les conditions d'études, mais il y a un facteur important qu'il faut noter ici, c'est le réseautage des parents aussi. Les parents ont quand même les moyens, souvent même ils sont des actionnaires des entreprises. Donc quand il envoie son fils dans le privé, peut-être il a déjà constaté qu'il y a un poste vacant ici. Donc, il veille à ce que son fils soit bien formé dans de bonnes conditions et plus tard maintenant, il peut jouer un peu sur ce réseautage professionnel pour pouvoir positionner son fils. Et dans l'analyse aussi, on s'est posé la question de savoir pourquoi vraiment ce résultat surprenant où on se rend compte que les privés donnent mieux les résultats que nous observons au niveau du marché du travail. C'est que nous avions constaté qu'il y a aussi les cours du soir qui jouent beaucoup. Donc dans le privé, souvent, vous voyez des gens, ils sont en fonction, mais ils reviennent pour étudier. Vous voyez, donc ils reviennent pour compléter leur stock. Des personnes qui travaillent et qui sont dans la formation continue et retournent donc dans les universités privées pour compléter leur formation et mieux valoriser leurs compétences sur le marché du travail. Une autre question. Avant les années 90, beaucoup de dirigeants envoyaient leurs enfants dans les écoles publiques. Elles n'étaient pas si mauvaises que cela et les résultats n'étaient pas mauvais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mêmes dirigeants sont plus enclins à envoyer leurs enfants dans le privé, voire à l'étranger, alors que le système public, c'est celui que l'État a défini, c'est celui que tous sont censés aider à produire l'élite du pays? Mais je ne vais pas trop faire la répétition par rapport à ce que je suis en train de dire, M. Kemayou. C'est les conditions d'études et d'apprentissage. Je vous ai dit ici que dans le public, en réalité, lorsque vous regardez un peu les infrastructures éducatives comparativement au privé, ça ne facilite pas l'apprentissage et l'enseignement. Parce que dans nos universités publiques, par exemple, c'est la pédagogie des grands groupes. Donc, vous êtes devant plus de 1500 étudiants, 2000 étudiants dans un amphi. Donc, pour les parents, peut-être ces conditions d'apprentissage ne vont pas permettre à leurs enfants de pouvoir acquérir un bon stock de capital humain qu'ils peuvent facilement valoriser sur le marché du travail. Donc, c'est ça qui les incite à envoyer leurs enfants dans le privé, que ce soit le primaire, le secondaire ou bien le supérieur. C'est toujours les conditions d'études et d'apprentissage. Y a-t-il un espoir que le public
se mettent à niveau et deviennent un vrai concurrent du secteur privé dans la formation aussi bien pré-scolaire que scolaire, voire universitaire. Par rapport à votre question, là, vous attirez un peu mon attention sur le financement du système éducatif dans le public. Vous voyez, l'État fait beaucoup d'efforts déjà parce que nous avions regardé un peu les statistiques par rapport aux dépenses d'éducation et selon les normes de l'UNESCO, il faudrait qu'on ait quand même des dépenses d'éducation qui se situent entre 15 et 20. Vous voyez, et déjà... 20% du budget national. Oui, et 20% du budget national. Vous voyez, et le Togo fait beaucoup d'efforts. Déjà, nous sommes à 19% en 2017. Vous voyez, mais lorsque vous regardez un peu ce budget, ou bien c'est-à-dire cette allocation budgétaire qui est affectée au système éducatif, il y a une bonne partie qui concerne les dépenses de fonctionnement. Et une petite partie maintenant pour les dépenses d'investissement. Vous voyez, parce que les dépenses de fonctionnement, il faudrait quand même qu'on essaye de payer les enseignants pour qu'ils continuent quand même d'enseigner. Vous voyez, mais au niveau des dépenses d'investissement, il faudrait qu'on investisse beaucoup. Il faudrait qu'on investisse dans l'éducation en ce qui concerne la formation des jeunes. C'est là maintenant, je vous dis que j'apprécie beaucoup la vision du chef de l'État sur l'investissement dans l'éducation en commençant par le préscolaire. Donc c'est là qu'il faut vraiment prendre le mal à la racine et avoir la vision de bien former la population pour la relève de demain. J'aurais voulu vous garder plus longtemps, Dr Koudjam, pour aborder de fond en comble ce sujet qui nous tient à cœur et je suppose qui tient à cœur nos téléspectateurs également. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je ne peux que vous remercier du temps que vous nous avez consacré et vous souhaiter plein succès à la fois dans vos travaux de recherche et dans votre carrière à la fois de chercheur et d'enseignant. Merci beaucoup, mais avant de clore la discussion, permettez-moi quand même de remercier le Consortium pour la recherche économique en Afrique pour son financement technique parce que le CREA vous forme dans le processus lorsque vous avez un projet collaboratif à leur niveau. Quand vous rédigez un article, le dirigeant ou bien le décideur, lui, ne comprend pas les estimations économétriques, les analyses statistiques que vous avez derrière. Donc, à partir de l'article maintenant, il faut ressortir la note d'orientation politique. Et dans le processus, le CREA nous a formés pour ça. Donc, c'est un financement vraiment technique. Et je saisis l'occasion aussi pour remercier CADERT qui nous a beaucoup aidés pour la dissémination de ce travail de recherche, surtout la directrice, Madame Odilia Nyasingbe et son staff pour leur engagement en ce qui concerne la dissémination des travaux de recherche. Et je pense que ce travail quand même nous a permis de faire le lien entre les types d'écoles, qui sont les écoles de type privé, les écoles de type public, et maintenant les résultats du marché du travail, qui est l'accès à l'emploi et le salaire des jeunes âgés de 15 à 35 ans. Merci. Merci encore, docteur. Je rappelle, docteur Etaïb Talman Koudjam, que vous êtes chercheur en économie agricole et appliquée et que vous êtes actuellement chercheur postdoctoral à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est au bureau sous-régional de l'Afrique du Nord, à Rabat, au Maroc. Merci d'être passé. Merci. Merci à vous aussi pour votre disponibilité et pour l'organisation de l'émission en notre faveur. Merci. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.